Bienvenue dans ce nouvel épisode de Code for Faute. Tout personnel de recherche impliqué dans la capture, l'analyse ou l'exploitation de données numériques est amené à manipuler un, voire plusieurs langages de programmation. Je vous propose de découvrir les coulisses du développement d'OCaml, un langage de programmation multiparadigme prisé pour son système de type et ses performances, qui en font une base idéale pour des compilateurs ou des assistants de preuve comme Roc. Accompagné de Florian Angeletti, de l'équipe projet Cambium d'INRIA, nous discutons de problématiques variées, comme la maintenance et le développement du compilateur, l'amélioration des messages d'erreur, ou encore la gouvernance et le procédé de release des nouvelles versions. En vous souhaitant une très bonne écoute. Bienvenue Florian, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Alors ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, ton profil, ton expérience, qu'est-ce qui t'a amené à INRIA et qu'est-ce qui t'a amené particulièrement à OCaml. Bonjour à tous, donc, Florian Angeletti, je suis un ingénieur de recherche à l'INRIA Paris, où je travaille essentiellement avec l'équipe Cambium sur le compilateur OCaml. Donc mon profil, c'est une histoire relativement complexe, vu qu'il y a fort longtemps, j'ai fait une thèse en physique statistique, où je faisais pas mal d'expériences numériques en OCaml. Et au fil du temps, j'ai migré de plus en plus vers le côté informatique, notamment en participant au développement du compilateur OCaml, lorsque le développement sur le compilateur s'est ouvert beaucoup plus aux contributeurs extérieurs en passant sur GitHub, alors que précédemment, le compilateur OCaml était développé essentiellement avec un SVN interne à l'équipe Cambium et à travers un outil de gestion de bugs sur lequel il était possible d'attacher des patchs en pièces jointes. Oui, donc absolument pas on va dire les standards de contribution actuels à base de pull request, c'était vraiment plus à l'ancienne. C'était aussi il y a plus longtemps. C'était une des conséquences du fait qu'OCaml, c'est un vieux projet sur lequel typiquement le premier commit dans l'historique SVN date de 1996 ou de 1997. Oui, c'est ça, faut aussi prendre la mesure que OCaml n'est absolument pas un langage récent. Il est même passé par plusieurs itérations de mémoire. Donc OCaml, c'est pas la première itération. Donc OCaml, c'est un descendant de Caml qui est un descendant, on va dire, de la branche française de l'implémentation de ML, qui s'est séparé de l'implémentation plus ancienne de ML vers la fin des années 80. Et pour les personnes qui n'ont aucune idée qui viennent, on va dire, du monde de l'orienté objet et des langages, on va dire, un peu mainstream, qu'est-ce qui fait la distinction d'un langage comme OCaml ? Donc OCaml, c'est un langage fonctionnel dans le sens qu'il a été conçu dans l'idée que les fonctions devraient être des objets de première classe, notamment avec la possibilité de créer à la volée de nouvelles fonctions, de prendre des fonctions qui prennent d'autres fonctions comme arguments. Mais donc on parle à ce moment du projet initial vers la fin des années 80, pas si loin de la création de C, qui montre donc à cette époque-là, il y avait un certain écart entre les langages académiques et les langages, on va dire, industriels. Et donc, mais OCaml, c'est probablement un des deux langages fonctionnels le plus connus avec Haskell. Et OCaml, c'est un langage un peu qui a évolué pour être multiparadigme, dans le sens qu'il supporte à la fois la programmation fonctionnelle, la programmation impérative. Il y a aussi une partie du système objet, qui est la raison du changement de nom entre Caml et OCaml vers la fin des années 90. Et alors, le projet aussi est connu donc, pour être la base d'autres langages de programmation, ou en tout cas des compilateurs de langages de programmation. Je crois que Rust est mentionné. Il me semble que le compilo initial de Rust est écrit en OCaml. Est-ce que tu peux aussi nous citer d'autres projets connus ? Un des projets les plus historiques, ça va être l'assistant de preuve Coq. Historiquement, les langages à famille ML ont été plus ou moins développés conçus pour pouvoir développer par le côté des assistants de preuve. Donc ensuite, effectivement, ça s'est étendu pour un langage de programmation générique qui est quand même toujours bien orienté pour l'écriture de compilateurs. Donc Rust maintenant est écrit en Rust, mais il a été bootstrappé à partir d'OCaml. Il y a un certain nombre d'annotateurs statiques. Le compilateur de MetaHack est écrit en OCaml avec des bouts de Rust. Il y a aussi quel autre langage ? Le compilateur Axe
est écrit en OCaml. Mais de nos jours, il y a surtout plutôt des analyseurs statiques. Donc des programmes qui analysent d'autres programmes pour essayer de vérifier que leur comportement attendu, donc en essayant d'exclure certains types, de détecter certains bugs potentiels. Et notamment, qu'est-ce qui fait que OCaml est particulièrement adapté pour écrire ce genre de projet? Il y a d'un côté le fait que OCaml c'est un langage de haut niveau avec un garbage collector qui permet de prototyper et d'écrire du code plus rapidement. Après, OCaml et en fait toute la branche des langages fonctionnels, ce sont aussi des langages qui supportent très bien les types de données algébriques, qui sont une manière très naturelle pour décrire des arbres. Donc ces types de données algébriques ont été introduits dès la fin des années 80-90 dans les langages fonctionnels et sont considérés comme une brique de base de la conception de langage de programmation en général. Et petit à petit, ils ont réussi à percer dans d'autres langages. Typiquement, donc il y a Rust qui est possible d'être vu comme un langage fonctionnel qui supporte ces types de données. Il y a aussi du support qui commence à apparaître petit à petit, même dans Python ou Java. Donc avoir ce genre de structure de données permet de manipuler, de faire facilement tout ce qui est des manipulations d'arbres. Et un compilateur, c'est beaucoup de manipulations d'arbres pour passer d'une représentation abstraite et en l'optimisant petit à petit pour à la fin arriver au langage assembleur. Alors notamment, tu travailles sur le compilateur OCaml. Je crois me rappeler que tu as un projet autour de l'amélioration des messages d'erreur. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce projet, d'où est venu le besoin? Peut-être tout simplement pourquoi on a besoin de bons messages d'erreur? Pourquoi c'est difficile d'en produire? On va dire, produire des messages d'erreur et de bons messages d'erreur, c'est un problème assez général. Donc une spécificité au OCaml, c'est en tant que langage avec une forte origine académique, voire même dans lequel on poursuit des travaux académiques, OCaml a un système de type assez complet, ce qui veut dire une théorie assez riche. Et le compilateur va implémenter cette théorie assez riche, avec parfois des problèmes d'implémentation d'un côté, et de l'autre, un programmeur qui veut programmer en OCaml ne doit pas avoir besoin de connaître parfaitement la théorie du système de type. Donc, offrir de bons messages d'erreur, c'est réussir à faire le pont entre cette théorie et la pratique des programmeurs, notamment des programmeurs non experts en système de type, en sachant qu'il va y avoir des risques. Et ce qui se passe sur le système de type, en fait, sur les compilateurs en général, c'est que, peut-être plus encore sur le système de type, il y a une frontière qui est assez bien connue, ou en tout cas qui est le cœur de beaucoup de travaux académiques, entre le type d'erreur qui est possible de détecter sans intervention humaine et le type d'erreur ou de propriété que l'on ne peut pas prouver sans intervention humaine, parce que ça reviendrait à résoudre le problème de l'arrêt. Et donc, il y a toute cette frontière-là qui est importante pour être certain que le compilateur va toujours être capable de compiler un programme et ne pas partir dans des boucles infinies. Et ce qui met cette frontière sans le background académique est difficile à saisir. Donc pour le compilateur, il faut faire des efforts pour essayer d'expliquer que, attention, il vient d'interdire ce genre de comportement, non pas parce que ce genre de comportement serait faux, mais simplement parce que ce genre de comportement ferait entrer dans un domaine sur lequel le compilateur ne peut plus en termes de comportement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que pour produire de bons messages d'erreur, il faut donc à la fois bien connaître la plomberie interne d'OCaml, mais également être en contact avec des utilisateurs du langage pour avoir également leur ressenti sur l'utilisation du compilateur et les messages qu'il produit. Comment tu fais cette interface? Effectivement, je suis d'accord que l'important c'est de faire cette interface. Donc, en tout cas pour le projet OCaml, une bonne partie de cette interface se fait de manière assez informelle, c'est-à-dire je discute beaucoup avec les utilisateurs du programme OCaml. Et donc, notamment, on a un certain nombre de workshops, académiques ou non, qui permet aux utilisateurs de se rencontrer, un certain nombre de canaux de discussion, que ce soit Stack Overflow ou des forums Disqus ou Discord. Et donc, ça qui me permet de rester en contact avec les utilisateurs OCaml pour essayer de garder à l'esprit comment les gens vont comprendre un message d'erreur, qu'est-ce qu'ils attendent, comment essayer d'améliorer l'intelligibilité des messages d'erreur,
tout en essayant de garder le contenu intact, ce qui parfois un peu le côté académique et pédant. C'est difficile de résister à la tentation de dire exactement quel était le problème et de donner au moins rapidement le petit nom académique du problème. Mais en même temps, c'est important d'essayer par contre de mettre plus en avant les informations qui sont lisibles pour le programmeur, qui vont probablement lui permettre de régler le bug qui a été identifié. Moi aussi, d'un point de vue extérieur, j'ai suivi notamment, il y a un effort similaire qui a été entrepris par la communauté Python pour améliorer les messages que l'interpréteur sort quand il y a des erreurs de syntaxe ou des erreurs de type pour suggérer des corrections ou des améliorations. Souvent, la référence qui est mentionnée, c'est Rust, qui c'est vrai est connu pour avoir des messages de compilation de bonne qualité. Elm aussi, pour les gens qui font du développement web, Elm a aussi des très très bons messages d'erreur. Cela dit, je pense que tu demandes à 10 personnes différentes, chacune aura un avis différent sur des messages d'erreur. Donc je pense que c'est vraiment, comme tu dis, un type de projet où tu peux très, très rapidement tomber dans du backshading et dans une concentration sur des détails qui finalement ne sont pas si importants que ça. Comment tu gères justement cette frontière, voilà, entre on pourrait discuter très longtemps au caractère près du contenu du message versus en fait la qualité de l'amélioration en elle-même, parce que je pense que des stratégies d'amélioration, il y en a plein. Comment tu as approché ce problème? Je pense aussi un problème avec les messages d'erreur, c'est différentes personnes à différents moments de leur parcours en tant que programmeur ont besoin ou attendent des erreurs différentes. Parce qu'un problème que j'ai potentiellement avec les messages d'erreur d'Elm ou de Rust, c'est qu'ils sont très centrés sur les débutants. Et effectivement, c'est très utile lorsqu'on est en train d'apprendre le langage, d'avoir des messages d'erreur qui s'étendent en détail sur un point spécifique. Mais en tant que développeur professionnel, lorsque c'est la 30e fois que je vois, ou la centaine, ou ça fait 1000 fois que je viens de voir ce message d'erreur, j'ai plus vraiment besoin de l'explication. Et donc oui, ça c'est un problème d'avoir des attentes différentes de la part d'utilisateurs différents. Et un de mes projets pour le futur, c'est justement d'essayer de découpler le compilateur et les développeurs du compilateur de la présentation des messages d'erreur, en essayant de fournir des interfaces aux développeurs d'outils de développement, les IDE et autres, pour permettre de récupérer l'information présente dans le message d'erreur et ensuite décider de comment la présenter aux développeurs. Dans l'idée que ça permettra à plus de contributeurs de tirer rapidement sur la présentation des messages d'erreur et de pouvoir rassembler des expériences d'un point de vue un peu plus divers, tout en libérant des efforts de ma part pour implémenter de nouvelles passes d'analyse pour les messages d'erreur, donc fournir plus d'informations. Parce que oui, sinon, ça peut être très facile de se perdre dans les détails. Et c'est aussi relativement difficile d'avoir des retours de tous les types de développeurs à la fois. C'est-à-dire sur une discussion, sur un message d'erreur dans une pull request sur le compilateur, bien souvent, ça va être une discussion entre développeurs du compilateur, quelques utilisateurs avancés, ou des membres actifs sur le web de la communauté open source. Mais c'est un groupe de personnes qui est très sectionné par leur expertise. Donc la discussion va se focaliser sur le genre de tech va se plaire sur ces personnes-là. L'autre groupe qui va aussi avoir son mot à dire, c'est bien souvent les débutants qui vont poser des questions sur le fait et mettre en avant qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'un message d'erreur va vouloir dire. Et donc là, ça permet de se rafraîchir un peu l'esprit et d'essayer de regarder un message d'erreur avec un point de vue un peu plus frais. Mais même entre ces deux groupes, il y a des gaps. Et c'est vrai qu'essayer, et on n'est pas vraiment un projet qui a une taille suffisante pour se permettre d'essayer de faire, on va dire, des groupes d'études un peu plus forts. Un message d'erreur, de toute façon, est subjectif et surtout va cibler une catégorie de développeurs en particulier. Je suis tout à fait d'accord que Rust et Helm ont choisi et ont assumé le fait que l'objectif du message d'erreur était d'être particulièrement explicite pour les débutants, mais qu'effectivement, on pourrait imaginer que on fournisse juste une structure de données pour l'erreur en elle-même et que ce soit la responsabilité de l'éditeur de code de la présenter en mode débutant ou en mode avancé en fonction du profil de l'utilisateur. Mais que ça demanderait un effort bien plus important et que vous n'avez pas
dans la communauté OCaml. Donc effectivement, on peut s'imaginer que c'est pour ça que des projets comme Python, voilà, Rust ou Elm ont juste dit, bah, non, on va juste se focaliser sur les débutants et les utilisateurs avancés se dirigeront plutôt vers le support via des forums de discussion ou une issue. Oui, je pense que c'est aussi mon point et avec effectivement potentiellement justement essayer de fournir l'option de fournir message d'erreur sous forme d'une structure de données. J'ai espoir que ça permet aussi d'élargir le cercle de personnes qui puissent éditer et itérer pour pouvoir faire des expériences avec un public plus large et pouvoir itérer un peu plus rapidement. Pour venir juste dans le concret, pour qu'on finisse sur cette partie-là, quelles sont les améliorations concrètes que tu as mis en place récemment? Je sais que tu avais un étudiant qui a aussi travaillé dessus récemment. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place voilà, de concret J'ai un projet au long cours qui est d'essayer de fournir une vue de plus haut niveau des messages d'erreur en essayant de mettre plus en avant les différences entre ce qui est attendu et entre des différences entre plusieurs contradictions. Donc ce qui va se passer en OCaml et qui est assez spécifique au langage avec de l'inférence de type, c'est que le compilateur va inférer, va déduire par lui-même les types des fonctions, des arguments, et ça va fonctionner jusqu'à un moment où il va trouver une contradiction. Et le problème, c'est que cette contradiction, ça va être une contradiction entre des usages différents. Et simplement présenter, on va dire, deux côtés de la contradiction, ça peut mener à des messages d'erreur qui sont très longs, qui sont peu explicites. Alors que d'essayer de résumer et de compresser la contradiction pour pointer le doigt sur la contradiction, ça peut donner un message d'erreur qui va dire attention, vous étiez en train de définir un record et les champs matchés parfaitement, sauf ici il manque un champ, ou peut-être dans ce champ-là il y a l'air d'avoir une typo sur le nom. Et donc essayer de résumer des contradictions de la façon la plus compréhensible pour des humains, ça peut être des passes d'analyse assez complexes, surtout donc typiquement effectivement j'ai encadré un étudiant cet été dont le titre du stage a fini par se spécialiser en comment détecter très rapidement des typos dans les modules d'OCaml, dans l'idée que les modules, ça va être une version beaucoup mieux organisée que des idées en C ou en C++ qui vont décrire comment les unités de compilation s'organisent entre elles. Et parfois, il va y avoir des différences entre l'implémentation et l'interface. Mais un problème potentiel, c'est que ces modules, en tout cas chez certains industriels, font des tailles assez colossales. On peut avoir des modules qui définissent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fonctions. Et on veut quand même obtenir un message d'erreur qui va analyser ces modules qui contiennent des centaines de milliers de fonctions et pointer du doigt une typo en moins d'une dizaine de millisecondes. Les langages fonctionnels ont cette réputation d'avoir des temps de compilation assez longs, mais OCaml a cette spécificité que le compilateur est très rapide. Donc je suppose que ton objectif aussi, c'est si tu rajoutes ce genre de feature au compilateur, tu ne veux pas que ça se fasse au détriment de la performance. Oui, après, c'est un message d'erreur, donc les contraintes de performance sont un peu moins élevées, dans le sens qu'un message d'erreur, ça va être lu par un humain plus tard. Donc un humain, ça veut dire un temps de réaction de 50 à 100 millisecondes, ce qui nous donne un budget de temps un peu plus élevé. Mais d'un autre côté, le reste du compilateur OCaml est vraiment optimisé pour aller le plus vite possible lorsque tout se passe bien. Et aller le plus vite possible sur tout ce qui se passe bien, ça veut dire utiliser des structures de données optimisées dans ce cas-là. Et parfois, il faut refaire une partie du travail dans un cas moins optimisé sur le cas favorable pour réessayer récupérer du contexte pour savoir pourquoi l'erreur est arrivée. Et effectivement, avec un langage fonctionnel, vu que les erreurs de type, c'est aussi une façon de dialoguer, c'est aussi un dialogue entre le compilateur et le programmeur, dans le sens, assez souvent, une partie du design d'un programme OCaml, ça va être du design du type, créer les bons types qui vont nous donner, qui vont permettre à la fois au compilateur et au programmeur d'avoir suffisamment d'informations pour que écrire du code correct soit le plus naturel possible et écrire du code incorrect se voit assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut garder une boucle d'interaction courte entre le programmeur et le compilateur parce que dialoguer avec quelqu'un qui répond en 50 millisecondes, ça passe sans trop de problème. Si le temps de compilation dépasse la minute, ou c'est plus vraiment une conversation agréable. Je pense que nos auditeurs auront entendu que voilà, tu es fortement impliqué dans le développement et la maintenance d'OCaml.
Est-ce que tu peux déjà nous dresser l'état d'OCaml aujourd'hui, puisque OCaml a reçu une nouvelle version majeure, qu'aujourd'hui on a 2 versions du compilateur un peu qui, jusqu'à il y a pas très longtemps, cohabitaient. Je sais plus si je pense que la 4 va rester de toute façon en vie à un moment. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dresser voilà, l'état d'OCaml aujourd'hui, ses versions, son écosystème aussi? Actuellement, OCaml est dans une phase un peu rare sur laquelle nous maintenons toujours 2 versions majeures, donc OCaml 5 et OCaml 4, parce que OCaml 5 correspond à une réécriture complète du runtime du langage pour permettre de supporter le parallélisme à mémoire partagée, qui était une demande assez vieille des utilisateurs d'OCaml, même si c'est une demande qui n'est pas forcément partagée par tous les acteurs industriels de façon amusante. Mais supporter le parallélisme à mémoire partagée, ça a des impacts assez larges sur tout langage, notamment sur le runtime. Donc, ce qui fait que la version d'OCaml 5 est probablement un peu plus expérimentale que les versions précédentes. Ce sera déjà moins le cas pour OCaml 5.3 qui devrait être release courant novembre. Oui, c'est ça, la version actuelle c'est la 5.2 et la 5.3 va arriver. La version actuelle c'est la 5.2, la 5.3 va arriver. Et donc, le fait d'avoir un runtime complètement nouveau, avec un support de la mémoire partagée, avec une spécification assez fine de qu'est-ce qui est censé se passer en présence de data race. Donc, une data race, c'est un conflit entre plusieurs threads qui essayent d'écrire et de lire au même emplacement de la mémoire en même temps. Et c'est un conflit problématique pour des compilateurs parce que c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qui peut se passer en présence de data race parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu simultanément. Notamment, il y a le processeur qui rentre en jeu, la famille du processeur. En fonction de la famille du processeur, le type de comportement possible est complètement différent. Donc, un code qui va marcher sur un processeur x86-64 peut soudainement s'exploiter sur un processeur ARM64 parce que le processeur ARM64 fonctionne de façon très différente d'un processeur x86 en termes de gestion du cache mémoire. Et pour compliquer encore l'affaire, ça va aussi interagir avec les optimisations du compilateur. Notamment, ça va interdire un certain nombre d'optimisations du compilateur. Et lorsqu'on met tout ça ensemble, on peut se retrouver comme par exemple avec le langage C, dans lequel la spécification dit en cas de data race, le comportement du programme est totalement imprévisible du début à la fin. Ce qui veut dire que si jamais vous faites l'erreur d'écrire une data race en C, la spécification du langage dit que advienne que pourra. Advienne que pourra depuis le début des temps, depuis le lancement du programme. Tandis que la spécification d'OCaml essaye d'imposer des bornes sur les comportements imprévisibles pour que ce soit au moins possible de débugger les programmes en ce genre de choses. Mais en bref, ça veut dire que ça fait plein de comportements subtils à débugger, et c'est pour ça qu'OCaml 5 maintient 2 versions pour probablement encore 1 an ou 2. En sachant que la main d'œuvre et le temps étant limités, maintenir 2 versions, ça demande déjà pas mal d'efforts, donc assez rapidement, on va probablement repasser à ne supporter qu'une seule version. Et donc du coup, qui dit nouvelle version majeure, dit forcément adaptation de l'écosystème de bibliothèques et de programmes dans la nouvelle version. Ça se passe pas toujours bien pour certains langages. Je pense que nos auditeurs, certains se rappelleront du passage de Python 2 à Python 3. S'il y a des gens dans l'écosystème Java, le passage de Scala 2 à Scala 3 aussi ne s'est pas toujours bien passé. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour le passage de OCaml 4 à OCaml 5 et quels sont, on va dire, les points de friction attendus suite au passage à la nouvelle version? La stratégie pour le passage d'OCaml 4 à OCaml 5, ça a été essentiellement d'être aussi compatible que possible. Il y a un certain nombre de détails notamment été choisis pour maintenir autant que possible la compatibilité entre les 2 versions. Et une bonne illustration de ce phénomène, c'est nous avons en fait 2 versions en miroir, OCaml 4.14.0 et OCaml 5.0, pour lesquelles les fonctionnalités du langage sont exactement les mêmes. Et la seule différence entre OCaml 4.14.0 et OCaml 5, c'est le runtime multicore essentiellement. Et le support des effets algébriques, un peu dissimulé. Mais essentiellement, il y a beaucoup d'efforts à être faits pour que un programme qui fonctionnait sous OCaml 4.14 continue de fonctionner exactement de la même façon sous OCaml 5. Et ça s'est reflété relativement bien dans l'écosystème.
essentiellement sur la partie open source de l'écosystème. Il y a l'essentiel des bibliothèques et des programmes qui sont passés à la version 5 sans problème, donc avec des exceptions à identifier, notamment tous les programmes qui plongeaient profondément dans les entrailles du runtime de Camel 4, ce qui est un des avantages d'être un logiciel open source. C'est aussi des programmeurs qui généralement n'hésite pas à plonger dans le compilateur et à lire le code source du compilateur. Il y a certaines bibliothèques qui dépendent assez fortement des détails du runtime d'OCaml, donc notamment Coq. Et OCaml était voire même développé pour Coq, fut un temps. Et il se trouve que Coq utilisait pas mal de tours et qui n'étaient pas officiellement supportés pour améliorer les performances. Et ce genre de détails-là, par contre, ne pouvait pas passer entre deux versions majeures. Mais sinon, toutes les bibliothèques et programmes écrites par des personnes qui n'ont jamais lu le code source du compilateur ont pu passer sans friction, et c'était effectivement un objectif parce que la taille de la communauté OCaml n'est pas vraiment suffisante pour survivre à un scheme entre la version 4 et la version 5. Aussi, OCaml, c'est un langage avec à la fois des utilisateurs académiques et industriels, et des utilisateurs académiques. Parfois, un programme, OCaml, c'est un programme qui a été écrit durant une thèse il y a 10 ans, qui continue de compiler avec des nouvelles versions du compilateur, mais la personne qui a écrit le programme n'est plus vraiment disponible pour le mettre à jour. C'est super qu'on fait la transition vers les parties prenantes du langage. C'est qu'il y a les types d'utilisateurs académiques où potentiellement le danger, c'est qu'un programme qui a été écrit il y a une certaine échelle de temps, comme l'année, voire la dizaine d'années, peut encore tourner aujourd'hui. Et puis aussi les parties prenantes industrielles qui, elles, par contre, n'ont pas envie de passer des ressources financières sur faire de la montée de version de leur code en interne. Oui, ça peut être une spécificité d'OCaml, mais pour les utilisateurs industriels, en fait, on a deux branches assez différentes. On a les utilisateurs industriels pour lesquels, effectivement, faire la montée de version, c'est du temps et de l'argent. Mais on a aussi des utilisateurs industriels sur lesquels expérimenter avec des fonctionnalités expérimentales et les déployer en production, c'est aussi du temps et de l'argent. Oui, effectivement, sur les utilisateurs industriels, on a une plage assez large d'appétence au changement de version. Maintenant que le passage de OCaml 4 à OCaml 5 est en cours et se passe en tout cas comme prévu d'un point de vue de la promesse de compatibilité, quelles sont les nouveautés du langage à venir, que ce soit à court ou à long horizon de temps? Et qu'est-ce qui est par exemple en cours d'expérimentation qui pourrait ne pas atterrir dans la version actuelle ou dans une future version d'OCaml? Ce qui va atterrir assez rapidement, ça va être le support explicite pour les effets algébriques. Ils sont d'une certaine façon, on va dire la fusion entre des exceptions ou des générateurs à la Python qui permettent de décrire du code avec des effets qui vont être interprétés plus tard par une autre partie du code, ce qui peut permettre d'implémenter des schedulers de la concurrence ou de la concurrence en décrivant des programmes en style direct, c'est-à-dire des programmes qui vont plutôt que de lire directement un fichier, ils vont lancer un effet je souhaite lire un fichier, ce qui va permettre au compilateur de suspendre ce calcul et potentiellement redonner la main à un scheduler qui a été défini autre part dans le code. Et le scheduler va ensuite pouvoir prendre des décisions de potentiellement lancer en tâche de fond la lecture du fichier ou potentiellement la lancer directement et redonner tout de suite la main au programme. Et tout ça écrit dans des bibliothèques en dehors du compilateur, ce qui permet d'avoir déjà en fait un écosystème assez riche d'implémentation du parallélisme et de la concurrence en OCaml. Je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 bibliothèques en concurrence, avec dans les cartons aussi une bibliothèque de primitives de gestion des enfin de gestion de la concurrence, pour essayer de synchroniser ces bibliothèques entre elles. Ces effets algébriques, c'était une fonctionnalité essentielle du runtime de OCaml 5, mais qui était un peu dissimulée derrière une syntaxe qui est difficile à utiliser. Et donc, OCaml 5.3, ça va être la première version qui va permettre d'utiliser cette syntaxe agréable pour définir des effets algébriques. Mais en lumière un autre travail
de beaucoup plus long terme, qui est un travail de recherche cette fois-ci, qui est essayer de décrire ces effets algébriques au niveau du système de type d'une façon qui serait supportable et facilement utilisable par des programmeurs. Parce que refléter les effets algébriques au niveau du type, c'est une version légèrement plus complexe d'essayer de gérer les exceptions au niveau des types. Un exemple relativement bien connu, c'est de cas problématiques, ce sont les checked exceptions de Java. Donc Java permet de décrire le fait qu'une fonction ou une méthode va émettre des exceptions. L'expérience montrait que ça se composait plutôt mal, que c'était difficile d'utiliser cette fonctionnalité, notamment à cause de problèmes de composition. Fait que c'est difficile aussi de décrire qu'est-ce qui va se passer si on a une fonction d'ordre supérieur, donc c'est-à-dire une fonction qui va prendre une autre fonction en argument, quelles exceptions va jeter la fonction qui prenait cette autre fonction en argument. Ça crée plein de problèmes de comment essayer de décrire proprement cette fonctionnalité sans complexifier la tâche du programmeur débutant ou du programmeur qui n'est pas en train d'utiliser des exceptions et qui aimerait bien ne pas avoir à se poser la question de comment gérer les exceptions s'il n'utilise pas les exceptions. Et pour les effets algébriques, OCaml pour l'instant n'a pas de système de type pour les exceptions, notamment parce que c'était identifié comme un problème difficile. Le problème, c'est que les effets algébriques, c'est un comportement, ça correspondent à un comportement potentiel encore plus riche. Donc autant une exception qui n'est pas rattrapée, qui va peut-être planter un programme ou qui va planter une sous-partie d'un programme, mais la sémantique reste relativement claire. Un effet non interprété, c'est un trou dans le programme que personne ne sait comment il était censé se comporter. Donc c'est pour ça que ces effets algébriques remettent sur la table la question de comment gérer des effets dans le système de type. Et donc ça, c'est plutôt de la recherche sur le plus long terme. Il y a un certain nombre de langages académiques expérimentaux qui ont des systèmes typés pour les effets, mais leur ergonomie est encore relativement discutable. Si le but du langage, c'est de décrire les effets qui se produisent dans le programme, ces langages sont probablement utilisables. Mon opinion, c'est qu'on n'a pas encore vraiment réussi à faire en sorte à rendre ce genre de mécanisme invisible pour les gens qui ne sont pas intéressés. Un axe de recherche plutôt à long terme. Un axe, si on reste sur le projet de recherche, mais qui ont plus de chances d'aboutir, c'est une proposition de fonctionnalités nouvelles pour OCaml, c'est ce qui est modulaire implicite, qui sont essentiellement une implémentation à la OCaml des classes d'Haskell, c'est-à-dire une façon de décrire le fait qui reste aussi proche des implicites de Scala, c'est une façon de décrire des fonctions qui vont prendre des arguments implicites, qui vont fournir à la fois des types et des fonctions à la fonction en train de les utiliser. Ce qui permettrait par exemple de résoudre un problème que les débutants ont souvent avec OCaml, c'est qu'il y a plusieurs opérateurs d'addition, un pour les entiers, un pour les flottants, et enfin un pour chaque type. Simplement parce que ces opérateurs se mappent à des opérations différentes suivant le hardware et implémenter un système complètement différent du reste du langage pour gérer juste ces opérations arithmétiques et avait toujours semblé pas trop ad hoc pour OCaml. En sachant que d'autres langages avaient fait des choix complètement différents. Donc par exemple, le standard ML a un comportement assez ad hoc pour la gestion de l'égalité. L'égalité a des droits spéciaux dans le compilateur qui va essayer de comprendre qu'une égalité entre deux entiers, ça doit être l'égalité entre entiers, c'est une addition entière. Mais c'est fait en donnant des droits spéciaux à certaines fonctions et à certaines opérations. Et un des principes de développement du compilateur OCaml, c'est qu'on essaie de ne pas donner de droits spéciaux aux types prédéfinis ou aux fonctions de la bibliothèque standard autant que possible. Donc on avait évité d'introduire ce genre de comportement. L'autre solution, c'est les solutions à la Haskell qui permettent d'associer des comportements à des types. Un des effets discutables de choix, c'est que ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule addition ou qu'une seule opération d'égalité pour un type donné. Alors que parfois, le même type, ça peut être intéressant pour un même type d'avoir plusieurs opérations d'addition. Par exemple, un entier 32 bits, parfois c'est une représentation d'un entier naturel, parfois c'est un tableau de bits, et ces deux interprétations du même type de données correspondent à des opérations d'addition différentes. Et donc, les modulaires implicites, c'est une solution
qui a mis du temps à arriver, donc, mais qui pourrait revenir d'ici à 3 à 4 ans dans OCaml. Donc, une première étape qui est Modular Explicit, qui est déjà un PR ouvert sur le repo du compilateur. Et pour la partie implicite, il y a une thèse en cours. Pour éviter de ne parler que de systèmes de type, ce qui est un peu ma spécialité, il y a aussi un travail en cours sur des nouvelles passes d'optimisation pour le compilateur. Le projet s'appelle FLambda 2, qui remplacerait certaines passes d'optimisation optionnelles qui sont présentes dans le compilateur mais pas activées par défaut. Alors donc en plus d'être investi dans le développement et la maintenance d'OCaml, tu es aussi le Release Manager. Je voulais passer une petite section de l'entretien pour comprendre ce qu'est un Release Manager pour les auditeurs, les auditrices qui travaillent sur des projets pour lesquels il y a besoin d'une gouvernance beaucoup plus explicite en la matière. Je pense que ça serait une expérience qui serait intéressante que tu détailles. Qu'est-ce que ça implique d'être Release Manager? Qualité humaine ça demande? Donc effectivement, je suis aussi Release Manager d'OCaml, ce qui implique principalement de m'occuper des efforts de coordination entre les différents développeurs. Donc le développement en OCaml, essentiellement, c'est un développement open source avec un noyau de mainteneurs qui correspondent aux gens qui ont le droit d'écriture sur le dépôt. On doit avoir une trentaine de mainteneurs, 50% en France, 50% à l'international, 50% d'académiques et 50% d'utilisateurs industriels. Donc ça fait tout un groupe de personnes avec des échelles de temps et des priorités relativement différentes. Et en sachant qu'aussi, il y a, même parmi les mainteneurs d'OCaml, il y a très peu de gens qui peuvent vraiment travailler à plein temps sur le compilateur OCaml. Donc, ce qui veut dire que ça fait tout un groupe de mainteneurs et aussi de contributeurs qui sont relativement peu organisés. Donc, mon travail en tant que Release Manager, c'est beaucoup un travail de coordination. Donc, partiellement pour refléter le côté horizontal, partiellement pour éviter de bloquer des releases sur des features. On a choisi pour le compilateur d'avoir un cycle de release basé sur une période de temps. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle version du compilateur tous les 6 mois, ce qui permet d'éviter les écueils assez fréquents si on release une fois qu'on a suffisamment de fonctionnalités, où on peut avoir décidé d'inclure une fonctionnalité dans un milestone et en fait cette fonctionnalité demande 3 ou 4 ans de travail en plus. Donc alors que c'est pour ça que pour notre projet en tout cas, une release sur des périodes de temps fixes suffisamment fréquentes, ça permet d'éviter de bloquer le développement. Ça permet aussi de dire non aux gens plus facilement, qui est une partie assez pénible et relativement nécessaire du release management. Ce qui va se passer, c'est que donc à peu près tous les 6 mois, je crée une nouvelle branche à partir de la branche de développement principal, qui va devenir la branche pour la future release. Et cette nouvelle branche, et plus aucun développement de nouvelles fonctionnalités se passe sur cette nouvelle branche. Et on essaye de se concentrer sur le bug fix de cette nouvelle branche pour fixer les bugs qui sont apparus à cause des nouveaux développements et des nouvelles fonctionnalités. Ça, généralement, on essaye sur un cycle de 3 mois, mais aussi qui est relativement important. Parce que oui, il faut stabiliser de nouvelles versions. Ce qui est une autre partie de mon travail de release manager, c'est une fois que cette nouvelle branche a été créée, de s'assurer que, autant que possible, que tous les utilisateurs d'OCaml puissent potentiellement passer à cette nouvelle branche. Certes, tout le monde ne va pas basculer sur une nouvelle branche immédiatement, mais avoir la possibilité de le faire, c'est important. Un des avantages d'OCaml, c'est qu'on a un écosystème open source relativement large et qui réunit sur un système de dépôt unique, ce qui permet pour chaque nouvelle alpha d'une nouvelle release d'OCaml de tester cette nouvelle alpha sur toutes les bibliothèques et les programmes open source, ce qui a en fait 2 avantages assez majeurs. C'est pour l'écosystème, ça permet de s'assurer que l'écosystème continue de fonctionner, qu'il n'y a pas une fonctionnalité qui crée des problèmes, ou parfois une correction de bug, ou la suppression d'une fonction dépréciée depuis 20 ans qui bloque une grande partie de l'écosystème. Ça, c'est l'avantage du côté écosystème. Ça aussi a un grand avantage du côté des développeurs du compilateur parce que l'écosystème nous permet d'avoir une base de tests plus étendue pour les changements. Et d'après les échos qu'on arrive à avoir de temps en temps, l'écosystème open source lui-même, c'est une fraction de l'écosystème industriel. Malheureusement, tester l'écosystème industriel, c'est un peu plus compliqué que tester l'écosystème open source.
Mais au moins, tester l'écosystème open source, ça nous permet de nous rassurer que la partie industrielle va aussi passer sans trop de problèmes. Ouais, elle peut servir de proxy, on va dire. Voilà, c'est ça. Et justement, les contributeurs, donc qu'ils soient open source ou industriels, comment contribuent-ils à OCaml? Quels sont les canaux de contribution, on va dire communs, accessibles à tous? Le canal principal de communication pour l'instant, ça va être sur GitHub. N'importe qui. Autant que possible, nous essayons d'attribuer assez rapidement des reviewers OPR ouverts par des nouveaux contributeurs. Probablement, comme beaucoup de projets open source, bande passante de temps de review, c'est un facteur assez limitant. On va dire pour des changements relativement courts ou relativement consensuels, fonctionnent relativement bien. Le problème, bien sûr, c'est pour tous les changements intermédiaires qui peuvent mener lieu à une discussion longue et animée. C'est parfois assez problématique d'avoir une discussion longue et pour refuser un PR après que le travail ait été fourni. Et sur ce point-là, je pense que nous n'avons pas vraiment de solution idéale. Il y a des canaux de discussion plus longs, il y a des processus pour déposer des RFC qui arrivent à fonctionner plus ou moins, mais il y a toujours le problème du temps de review qui est aussi présent pour les discussions de RFC. Donc pour les contributeurs plus orientés sur le côté académique, mais en fait ça marche aussi pour les contributeurs industriels. Il y a le OCaml Workshop à l'ICFP qui est une conférence académique, mais le workshop lui-même en fait est ouvert à n'importe quel programmeur OCaml parce qu'il a une bibliothèque intéressante à présenter ou parce qu'il a écrit un programme ou fait des choses amusantes en OCaml. Donc le spectre est relativement large et c'est une garantie d'avoir des mainteneurs du compilateur en face de soi si on veut faire une nouvelle proposition pour le langage. Très bien, ça nous amène à la fin de cet entretien. Je vais te poser on va dire la question maintenant qui va devenir récurrente dans le podcast. Quelle découverte de ton domaine de recherche mériterait, d'après toi, d'être connue des autres? Ce n'est pas exactement une découverte, plutôt une réalisation, mais je pense que ça peut être intéressant pour des développeurs d'autres domaines de connaître l'existence de Compcert. Donc Compcert, c'est un compilateur C, mais qui a été prouvé correct de bout en bout dans l'assistance de preuve Coq. Et je pense que justement c'est intéressant pour question de contraste et de perspective, pour montrer que oui, c'est à la fois possible de prouver complètement un programme avec un niveau de certitude mathématique de taille modeste, voire importante, mais en même temps, il y a un seul compilateur certifié pour C. Il y a de très nombreux compilateurs C, parce qu'écrire un compilateur C peut être relativement rapide. Justement, je trouve que c'est une bonne illustration du contraste que trouver la balance entre ce qui est vérifié formellement, ce qui est typé dans un langage, dans un système de type riche, mais pas au niveau des assistants de preuve comme OCaml, et donc pas passer de Coq à OCaml, ça nécessite moins de code. Passer de OCaml mais on peut toujours quand même vérifier des propriétés avec un système de type, et que oui, il y a probablement des meilleurs langages que C pour écrire un compilateur C. Merci beaucoup pour ta participation et je te souhaite une bonne continuation avec OCaml. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute. Code for Thought est animé par Ghislain Veillant, réalisé par Peter Schmidt et sous licence Creative Commons. À la prochaine.